Cape Town, Éden touristique d'Afrique du Sud, mondialement reconnu pour son front de mer, ses plages et son cadre de vie paradisiaque. Mais à une vingtaine de kilomètres du centre-ville, c'est l'enfer. Dans les quartiers sensibles, des bandes de délinquants appelés gangs s'affrontent dans une guerre sans merci. Cape Town est devenue l'une des villes les plus dangereuses au monde. Dans certains quartiers, les gangs font la loi. Trafic de drogue, rackets, assassinats, des milliers de criminels sèment la terreur parmi les populations. Ils nous dépouillent en pleine rue lorsqu'on revient du travail, qu'on prend un taxi et même quand on va faire nos courses. Il y a beaucoup de fusillades dans le quartier? Énormément, ça ne s'arrête jamais. Parfois ça dure toute la journée. Pour contrer cette menace, la police déploie ses troupes d'élite qui traquent sans relâche les criminels les plus endurcis. Police! Comment la police anti-gang mène-t-elle ses enquêtes? Parviendra-t-elle à neutraliser les gangsters déchaînés? Je m'appelle Régis Kamdem, je suis journaliste. Voici mon enquête à Cape Town, au cœur de la police anti-gang. Commissariat Philippi, dans la banlieue de Cape Town. Resserrez les rangs, garde à vous. Le jour n'est pas encore levé et les agents de la police anti-gang s'apprêtent déjà à partir en opération. Regardez droit devant, tout le monde en place, repos. Bonjour à tous. La mission de cette unité spéciale, mettre les gangs hors d'état de nuire. Plusieurs bandes sont en guerre et causent la désolation dans les ghettos. La nuit dernière, à Lavender Hills, il y a eu beaucoup de fusillades. Plusieurs civils ont été blessés, de même qu'à Hanover Park. Sergent Beer, où va-t-on aller patrouiller ce matin? À Lavender Hills et Hanover Park. Parade, rompez les rangs. Les policiers vont aller faire des perquisitions chez des gangsters. Nous pouvons être pris pour cible. Des mesures de sécurité s'imposent donc. Ce gilet me protège contre quel calibre? Il résiste aux armes de poing. C'est ce que les gangsters utilisent généralement. Mais s'ils vous tirent dessus avec une Kalachnikov, vous n'êtes pas protégé. Je leur ai demandé de vous obéir. Si ça tire, vous leur dites de rester dans la voiture. Ils sont parfaitement au courant. L'unité est composée de 85 hommes. Chaque jour, ils se déploient dans les quartiers les plus dangereux et se déplacent en convoi. Oui, c'est bon, je suis en queue de convoi. J'accompagne l'agent Carl Rodriguez, qui a rejoint l'anti-gang récemment. Il est encore marqué par son premier accrochage avec des gangsters, survenu quelques jours plus tôt. On est intervenu pour une fusillade dans le quartier de Mannenberg. Lorsque nous sommes arrivés, les gangsters se tiraient encore dessus. Je me suis retrouvé nez à nez avec 3 gangsters qui tentaient de s'enfuir et ils ont tiré sur moi à 4 reprises. Ils vous ont touché? Non, heureusement. Qu'avez-vous ressenti? J'ai eu très peur. Mais dans cette unité, il faut savoir garder son sang-froid. Là, nous sommes dans le ghetto Hanover Park, l'un des plus affectés par la guerre des gangs. Les policiers vont faire des fouilles dans des maisons suspectées d'abriter soit de la drogue, soit des armes à feu. Ils commencent à courir devant nous. Let's go, let's go, let's go. Let's go. Let's go. Oh.
que là, ils cherchent à faire éruption dans une maison. C'est dangereux parce qu'on peut peut-être tirer sur nous. Les policiers n'ont pas choisi cette maison au hasard. Des informateurs leur ont indiqué qu'un dealer dénommé Lani dissimulerait de la drogue ici. Les agents vont jouer sur l'effet de surprise en espérant trouver la marchandise. Police! Allez, debout là-dedans. Tout le monde se lève. Nous sommes à la recherche de Lani. Comment tu t'appelles, toi? Je ne sais pas qui est Lani, moi. Lequel d'entre vous est Lani? En l'absence de réponse des suspects, les policiers durcissent le ton. T'es sûr que c'est pas toi, Lani? Non, je vous jure. Il est où Lani alors? Personne n'avoue qui est Lani. L'information s'avère finalement exacte et c'est le jackpot. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? De la marijuana. On va l'ouvrir. Les policiers mettent la main sur un sac contenant de la marijuana. C'est de la marijuana enveloppée dans du papier journal. C'est généralement comme ça qu'elle est conditionnée. Et ça, c'est ce qu'on appelle une dosette ici. Chaque dosette se vend à 100 francs CFA dans le ghetto. Mais les policiers ne vont pas tarder à trouver d'autres indices. Ici, une pipe qui sert à fumer de la méthamphétamine, une drogue extrêmement addictive et stimulante. Les agents continuent de retourner la pièce et vont encore trouver de la drogue. Hé les gars, regardez, c'est du mandrax. C'est le gros lot là. En plus de la marijuana, les policiers saisissent de la méthamphétamine et plusieurs comprimés de mandrax. C'est la drogue la plus populaire en Afrique du Sud, appréciée par les toxicomanes pour ses vertus relaxantes. Au total, près d'1 kilo de stupéfiants découverts, mais le prévenu nie son implication. C'est à qui toute cette drogue? C'est pas à moi, je vous assure. Tu te fous de moi ou quoi? Non, je vous jure. Je sais qu'elle est à toi. Que va-t-il advenir des deux suspects? On va les arrêter pour possession de drogue. À la clé, jusqu'à 3 ans d'emprisonnement pour chaque suspect. Les policiers font des saisies de ce type presque tous les jours. La drogue fait des ravages dans les quartiers et rapporte chaque année des milliards de francs CFA aux trafiquants. Un marché colossal contrôlé par les gangs. Vous pensez qu'ils sont membres d'un gang? Bien sûr. Comment le savez-vous? Il n'y a que les gangs qui détiennent de telles quantités de drogue. Quand il s'agit de consommateurs, on trouve 1 ou 2 doses. Mais quand on saisit plus que ce qu'on peut consommer en une nuit, alors c'est du trafic. De quel gang s'agit-il? Ils appartiennent à quel gang d'après toi? Les Ghetto Kids. Comment le savez-vous? On est sur leur territoire. En attendant leur procès, direction la prison pour les 2 dealers. Mais l'unité anti-gang ne va pas s'arrêter là. Le convoi reprend la route pour une nouvelle perquisition, à la recherche d'armes à feu. Deuxième perquisition. Selon un autre informateur, cette maison serait utilisée par des gangsters comme cache d'armes. La voie est libre. En échange, l'habitant reçoit de l'argent, une pratique très répandue dans les quartiers. Et pour se procurer les armes, les gangsters n'hésitent pas à s'attaquer directement aux forces de l'ordre. Vous savez, ils n'hésitent pas à tirer. Ils ont tué des tas de policiers simplement pour récupérer leurs armes. Ont-ils essayé de vous tuer pour récupérer la vôtre?
Ah, plein de fois. Ils m'ont tiré dessus à plusieurs reprises. Quasiment tous les agents ont failli perdre la vie lors d'affrontements avec les gangs. C'est le cas de Rosemary, l'une des 2 femmes qui composent l'unité. Elle est passionnée par son travail et a appris à vivre avec le danger. Mais sa famille supporte de plus en plus mal son métier. Ils sont très inquiets et n'aiment pas ce que je fais, car ils ne savent jamais si je vais rentrer vivante à la maison. Et la plus inquiète, c'est ma fille. Risquer sa vie tous les jours face à des gangs qui semblent invincibles. On mène une bataille perdue d'avance. Il y aura toujours des armes et de la drogue dans les ghettos, car il y en a beaucoup trop dans ce pays, particulièrement ici à Cape Town. Cette guerre, on ne la gagnera jamais. Une bataille perdue d'avance qui peut éclater à tout moment. Il y a une fusillade. Vite, faut partir. Dépêchez-vous, ça canarde. Vas-y, filme. Il y a une fusillade. Plusieurs coups de feu éclatent non loin d'ici. Les policiers se précipitent dans la direction des tirs en espérant intercepter le ou les tireurs. Une équipe est arrivée avant nous sur les lieux de la fusillade et a réussi à intercepter l'auteur des tirs. Que s'est-il passé? Voici l'arme à feu. Où l'avez-vous récupérée? On l'a confisquée au suspect. Il tirait depuis là-bas. Les policiers ont mis la main sur cette arme de petit calibre pouvant tirer jusqu'à 6 coups. Le tireur, âgé d'à peine 20 ans, a ouvert le feu sur une bande rivale au beau milieu de la cité. Heureusement, personne n'a été tué. Mais la violence des gangs peut avoir des conséquences beaucoup plus tragiques. Pour étendre leurs activités criminelles, les gangs se livrent une guerre sans merci. Chaque année, ils causent plus de 60 assassinats pour 100 000 habitants, ce qui fait de Cape Town l'une des villes les plus dangereuses au monde. Pour saisir l'ampleur du phénomène, je retrouve le responsable du centre de vidéosurveillance de la police. Il supervise près de 1200 caméras de surveillance installées partout dans Cape Town. Grâce à ces caméras, la police tente d'intervenir plus rapidement sur le terrain. Malheureusement, les bains de sang restent fréquents. Sur ces images d'archives, 2 gangs rivaux s'affrontent en pleine rue. La rixe commence par des jets de pierre. Tout à coup, le gang de droite envoie un tireur désigné par la flèche rouge. Il ouvre le feu sur ses ennemis. La balle s'échoue par terre. Côté adverse, c'est la panique et la fuite. Quelques instants plus tard, la police intervient et lance des grenades de dispersion. Quartier Mannenberg, 11h. Un tireur des Hard Living tire à l'arme automatique sur les Dixie Boys. Pour conquérir de nouveaux territoires, les gangs ont transformé Cape Town en véritable zone de guerre, où ils s'entretuent quotidiennement.
Grâce aux caméras de vidéosurveillance, la police parvient à arrêter certains tireurs. Ce jour-là, on a commencé à surveiller cet individu. Regardez, on zoome sur son visage alors qu'on lui tend une arme avec laquelle il tire plusieurs coups de feu. Nous avions une équipe sur le terrain qui l'a arrêté. Et c'est grâce à la capture d'écran que j'ai prise et que je leur ai envoyé. Mon collègue sur le terrain l'a reçu sur sa tablette et a pu appréhender ce tireur. Plus on arrive à travailler avec la vidéo, plus on peut réaliser des arrestations. En plus de l'utilisation de la vidéosurveillance, la police effectue un important travail de cartographie des territoires des gangs pour mieux surveiller et appréhender les criminels. Je retrouve Charlène Moses, qui centralise les informations sur les zones d'influence des gangs. Cape Town en compte une centaine, qui totalise près de 150 000 criminels. Le quartier de Manenberg, parmi les plus touchés, voit s'affronter une quinzaine de bandes. Ça, c'est Manenberg. Chaque post-it représente un gang et le territoire qu'il contrôle. Actuellement, il y a une guerre à Manenberg, car les Hard Livings ont attaqué plusieurs planques des Americans pour prendre des armes et de la drogue. Du coup, les Americans veulent se venger. En plus de l'identification des territoires, la lutte contre les gangs nécessite de connaître la composition des bandes. Identité des leaders, taille, nature des opérations. Je retrouve le lieutenant Debir, qui enquête sur l'un des gangs les plus meurtriers. Ça, c'est le boss. À l'actif du gang, trafic de drogue, prostitution, racket, le sergent a reconstitué l'organigramme du réseau. Au total, il supervise entre 150 à 200 soldats. D'après vous, quel est le chiffre d'affaires réalisé par le gang? Je dirais entre 15 à 20 millions de francs CFA par semaine. Assassinats, activités criminelles, les gangs sèment la terreur dans Cape Town. Mais d'où viennent-ils et pourquoi sont-ils aussi nombreux? Pour obtenir des réponses, je retrouve Don Pinnock, le grand spécialiste des gangs en Afrique du Sud. À la fois journaliste d'investigation et criminologue, Don Pinnock étudie le phénomène depuis plus de 40 ans. Sa dernière enquête sur les gangs de Cape Town est l'ouvrage de référence sur le sujet. Selon lui, le premier gang est né dans les années 50. Ça, c'est la photo des globes, l'ancêtre des gangs. Ils sont apparus dans le centre-ville de Cape Town. Regardez comme ils sont élégants. Au début, ils formaient un groupe d'autodéfense pour protéger leurs voisins contre les petits délinquants. Mais petit à petit, leur pouvoir s'est agrandi, ils se sont procurés des armes et ont sombré dans la criminalité progressivement. D'autres gangs se sont formés et ont commencé à les affronter. Problème, au début des années 50, à la mise en place de l'apartheid, le gouvernement fait passer des lois de ségrégation spatiale qui expulsent les populations de couleur du centre-ville de Cape Town et les force à s'installer en banlieue. Des millions de familles sont transférées dans des ghettos. Déracinées, sans travail, elles ne parviennent pas à s'adapter à leur nouvel environnement. L'alcoolisme et la toxicomanie explosent, mais aussi le nombre de foyers monoparentaux. Au fil des décennies, des millions de jeunes se retrouvent désœuvrés. En quête de repères, sans emploi, ils rejoignent les gangs et sombrent dans la criminalité pour survivre. Selon Don Pinnock, cette politique raciale est l'un des facteurs expliquant l'ampleur des gangs. 3 siècles de colonisation n'ont fait qu'empirer la situation. Ces populations de couleur ont été humiliées, traitées comme des moins que rien. Elles ont été maltraitées, expulsées avec violence de leur maison. Il est tout à fait normal qu'à un moment donné, elles demandent à être respectées.
Face aux multiples injustices subies, elles ont emmagasiné une profonde colère que je ne trouve nulle part ailleurs en Afrique. La violence des gangs, un phénomène qui trouve son origine dans l'histoire raciste de l'Afrique du Sud, selon Don Pinnock. Mais qui sont ces gangsters? Que font-ils de leur journée? Pour obtenir des réponses, je pars à la rencontre de l'un des gangs les plus influents de la ville. Ghetto d'Hanover Park. Donc là, on vient d'arriver dans le quartier général du gang des Mongrels. C'est un des plus dangereux de Cape Town. C'est la première fois que la maison qui nous reçoit accepte de recevoir un journaliste tel que moi pour une interview exclusive. Je vais m'entretenir avec l'un des leaders du gang des Mongrels, accompagné de certains de ses lieutenants. Good morning, I'm Regis. Salut, je m'appelle Régis et toi? Good morning. What's your name? Marwan. Okay. Nice. Enchanté. Le gang est né dans les années 70, ce qui en fait l'un des plus anciens de Cape Town. C'est aussi l'un des plus puissants. Ses membres ont la réputation d'être particulièrement violents. Et parce qu'ils se croient intouchables, ils ont accepté de parler à visage découvert. Pourquoi avez-vous intégré le gang? J'ai pas eu le choix. Quand j'étais petit, en allant à l'école, je me faisais attaquer. Des gangs ont failli me tuer plusieurs fois. J'ai donc rejoint les Mongrels pour me protéger. Ça fait combien de temps que tu es un Mongrel? 14 ans. J'ai rejoint le gang à l'âge de 13 ans. Charlton, le leader du groupe ici en vert, me révèle que pour devenir membre, il y a une initiation obligatoire qui consiste à tuer quelqu'un. C'est seulement après qu'on reçoit la marque du gang. À quoi reconnaît-on que vous êtes un gangster? Ah d'accord, au tatouage Mongrels. Et ça veut dire quoi, FF? Force totale. C'est un tatouage spécial que tu dois mériter par ta loyauté. Et en prison, j'appartiens au gang 27. Regarde. T'as passé combien de temps en prison? 8 ans. Pourquoi? Meurtre. T'as tué combien de personnes? C'était juste pour un meurtre. J'ai pris 10 ans, mais j'ai été libéré au bout de 8. Que fais-tu en tant que Mongrel? Je dépouille les gens, je vole les commerçants, je tue mes ennemis, je fais ça tous les jours. Quels sont les gangs qui vous entourent? Les Americans, Dollar Kids et les Ghettos. S'ils nous emmerdent, on les tue. Tu peux m'expliquer? Parfois, ils attaquent nos familles. Ils tuent nos frères et sœurs. Alors on se venge. Le problème, c'est que le ghetto d'Hanover Park devient trop petit pour tous les gangs. Tu vois ce que je veux dire? On fait la guerre pour protéger notre territoire. Par exemple, nous, les Mongrels, on gagne pas mal d'argent. Du coup, les Americans deviennent jaloux et nous attaquent. À cause des affrontements avec les bandes rivales, tous arborent de multiples blessures par balle. Ce gangster a reçu 9 impacts. Regarde toutes les traces des balles. L'une des principales activités des Mongrels, c'est le trafic de drogue. Mais là encore, la violence entache les relations avec leurs fournisseurs. On achète à 3 reprises 100 grammes à chaque fois. La 4e fois, on lui demande de livrer 100 grammes supplémentaires et bam, on le dépouille. Sans le payer, bien sûr. Et s'il nous prend la tête, on la bat. Boum, boum. Le fait que vous viviez dans des conditions défavorisées vous donne-t-il le droit d'agresser les gens? Non, je sais, mais on nous a mis dans cette situation qui nous stresse.
Faut bien qu'on survive. Mais est-ce une excuse? Non, non, c'est pas une excuse. Ce n'est pas une excuse, mais on ne le fait pas de notre plein gré. Ce sont nos conditions de vie qui nous poussent à agir comme ça. Si on nous donnait du boulot qui paye ne serait-ce que 2000 francs CFA, on n'irait pas voler. Et qu'allez-vous faire ce soir? J'ai des gars qui sont postés un peu partout, en alerte. Les mongrels sont donc sur le pied de guerre, prêts à contrer les attaques des gangs rivaux. Mais que fait la police pour protéger les civils, victimes collatérales des fusillades? En fin de journée, je retrouve une nouvelle équipe de la police anti-gang pour des patrouilles dans le quartier Lavender Hills. Le sergent François, ici à droite, et son coéquipier Donovan Abrahams. Depuis quelques mois, plusieurs gangs prennent d'assaut le quartier et tentent d'étendre leur influence. Et ça commence par des graffitis sur les murs. Voici un graffiti. Il appartient aux Corner Boys. Ok, c'est comme ça qu'ils marquent leur territoire. Et la zone à droite est contrôlée par les Fast Guns. Regarde. Les deux gangs se tirent dessus de part et d'autre de la rue. Le drame, c'est que les habitants du quartier sont tués par les balles perdues. Mais ce qui complique le travail des policiers, c'est que les gangsters achètent la loyauté des populations locales afin d'avoir des alliés dans le quartier. Les populations aident les gangs pour recevoir de l'argent ou de la nourriture, par exemple. Parfois, lorsque nous poursuivons des gangsters, les gens s'opposent à nous et nous empêchent de faire notre travail, car ils savent qu'ensuite, les gangs les récompenseront. Le paradoxe, c'est que lorsqu'un de leurs enfants se fait tuer dans une fusillade, ils se plaignent et disent qu'on fait mal notre travail. C'est une situation vraiment compliquée. Une situation d'autant plus compliquée que les gangs fonctionnent comme de véritables entreprises qui cherchent constamment à ouvrir de nouvelles filiales. Aujourd'hui, les policiers sont en mission de renseignement, identifier les gangs qui tentent de s'installer dans le quartier. Pour cela, ils multiplient les contrôles d'individus suspects. Je vais regarder ce que t'as dans tes poches, ok? T'es armé? Ce jeune est peut-être un dealer de drogue. Je vérifie s'il a de la drogue, une arme à feu ou un couteau. Il appartient au gang des Mongrels. Sur le mur d'en face, un graffiti confirme que les Mongrels ont installé une filiale ici, à Lavender Hills. Quel est ton nom? Jamil. Jamil comment? Davis. Après avoir relevé l'identité du jeune homme, le policier peut mettre à jour son fichier. On fait une liste qui nous permet de savoir quel gang opère dans les différentes zones. À présent, par exemple, on sait où les Mongrels évoluent. J'ai reconnu les tatouages que ce jeune portait. Depuis leur arrivée, les gangs plongent les habitants du quartier dans une crainte permanente. La nuit dernière, les Fast Guns et les Corner Boys se sont affrontés non loin d'ici. Une fusillade a éclaté au beau milieu de cette cité. Le sergent François relève plusieurs impacts de balles. Voici les marques des balles. Oui, c'est ça. Et à quelques mètres, des douilles. Aucun mort parmi les habitants, mais plusieurs maisons ont été touchées. Nous rendons visite à l'une d'entre elles. 2 balles ont traversé la fenêtre de cette famille, dont le père est encore sous le choc. Il y a beaucoup de fusillades dans le quartier? Énormément. Ça ne s'arrête jamais. Parfois toute la journée. Je n'ai pas les moyens d'acheter une maison ailleurs. Donc je suis obligé de rester ici et vivre avec les fusillades. Même si je risque de me faire tuer. Ce risque de mort soudaine touche désormais tout le quartier. Un peu plus loin,
Des voisines déplorent la montée de la violence à la Vander Hills. Certaines ont même déjà perdu plusieurs proches. 3 de mes enfants ont été tués dans des fusillades. Les tireurs arrivent par là-bas en courant avec leurs pistolets et ouvrent le feu en pleine rue. Quand je sors de chez moi, je regarde toujours à gauche, puis à droite. Et si je vois une voiture qui approche, je rentre, car c'est peut-être des tireurs embarqués. Là-bas, au bout de la rue, il y a une boutique, mais on ne peut même plus y envoyer nos enfants, car les fusillades peuvent éclater à tout moment. Ici, les gangs font régner la loi du silence. Ceux qui dénoncent les tireurs sont immédiatement liquidés. Supposons qu'elle te voit le tuer. Ça fait donc d'elle un témoin du meurtre. Et bah les gangsters viendront la tuer, avec tous les gens qui vivent avec elle en plus. Ils sont sans pitié. Ils liquident les vieillards, les enfants. Ils ne veulent laisser aucun témoin. Fusillades incessantes, danger de mort permanent, les gangs plongent les ghettos dans l'effroi. Et les victimes les plus vulnérables, ce sont les enfants. Il arrive que la violence causée par les gangs perturbe les services publics. Redoutant les fusillades, le personnel refuse d'aller travailler. Certaines cliniques ferment et les transports en commun sont parfois suspendus. Les écoles non plus ne sont pas épargnées. Je retrouve Brenda Manuel, directrice d'une école de Mannenberg depuis plus de 30 ans. Miss Manuel. Bonjour. Enchanté. Bonjour monsieur, je m'appelle Régis Kamdem. Pour protéger les élèves des coups de feu, la mairie a fait installer dans plusieurs écoles des grillages spéciaux tels que celui-ci. Ça, c'est un grillage réfléchissant. Ça veut dire que si une balle est tirée dessus, elle va tout simplement rebondir. En plus, comme vous constatez, il est assez haut pour éviter que les intrus ne pénètrent dans la cour. Cette rue devant s'appelle Rio Grande. Elle est particulièrement dangereuse. Les gangsters s'affrontent constamment sur ce terrain. Il y a un an, l'armée est même intervenue. Conséquence, l'école a dû fermer pendant plusieurs mois. Mais ce n'est pas tout. Les écoliers commencent à imiter les gangsters dès leur plus jeune âge. Dans cette école, la plupart des élèves appartiennent déjà à un gang. Si vous appartenez à un gang, dites-le. On ne va pas vous punir. Qui appartient à une bande en dehors de l'école? Par exemple, les Stupor Boys? Approche, Glenn. Tu appartiens à une bande? Oui. Comment s'appelle-t-elle? Connor Boys. Et combien êtes-vous? On est nombreux. Que faites-vous ensemble? On jette des pierres. Pourquoi? Parce que nos ennemis nous attaquent. Les enfants ont dit qu'ils admirent les gangsters à cause de leurs belles voitures, de l'argent, des jolis habits et du fait qu'ils contrôlent les gens. Voilà ce qui pousse les enfants à rejoindre les gangs. Ici, à Mannenberg, environ 80% des garçons appartiennent à un gang. On a même des enfants de 9, 10 ans qui sont des assassins. Les gangsters savent qu'un enfant n'ira pas en prison. Peut-être que Glenn est utilisé comme ça, car il est très intelligent. Comment la violence des gangs affecte-t-elle l'apprentissage des élèves? Certains sont vraiment traumatisés. Ils pleurent, hurlent en classe. Du coup, on a dû mettre en place des séances de thérapie. Des spécialistes viennent 1 à 2 fois par semaine pour apporter de l'aide psychologique aux enfants. Ça aide, mais ils ont encore du mal à se concentrer. L'autre problème, c'est que du coup,
Pas mal d'enfants ne viennent plus à l'école par crainte des fusillades. Avez-vous des difficultés à recruter des professeurs? Oui, beaucoup. Les profs ne veulent pas travailler ici. J'ai 5 postes à pourvoir. Tout récemment, j'ai publié une annonce. J'ai reçu beaucoup de CV. Mais lorsque les candidats sont venus en entretien et ont vu le quartier, ils ont immédiatement retiré leur candidature. Personnellement, lorsque les violences éclatent, je ne m'absente jamais. J'ai trop peur qu'il arrive quoi que ce soit aux enfants ou à mes employés. Non pas que je puisse les défendre, mais je suis la directrice. Ils comptent sur moi. En tant que responsable, je veux montrer l'exemple. Délinquants juvéniles, troubles de l'apprentissage, absentéisme, les gangs pénalisent fortement la scolarité des enfants. Heureusement, à l'instar de la directrice Brenda Manuel, certains habitants des ghettos refusent de se victimiser et tentent de réagir. Ghetto de Manenberg, à l'aube, au domicile de Shonda Pesco. Cette assistante sociale d'une quarantaine d'années milite auprès des autorités de la ville pour le renforcement de la sécurité des populations frappées par la guerre des gangs. Elle dénonce le manque de moyens de la police. La loi prévoit qu'en cas d'appel, la police doit intervenir en 10 à 15 minutes maximum. Ce n'est pas du tout le cas. Qu'en est-il? Parfois, ils ne répondent même pas. Shonda Pesco tente de mobiliser les populations afin qu'elles réclament une amélioration de la sécurité, qui est un service public que l'État doit garantir. Pour cela, elle organise des manifestations comme celle-ci. De plus en plus de personnes rejoignent le mouvement. La dernière marche a réuni près de 400 personnes qui se sont mobilisées à l'extérieur du commissariat de Manenberg. C'est vraiment beau la manière dont la communauté a fait cause commune. Je ne m'attendais pas à une telle mobilisation. Des gens que je ne connaissais même pas sont venus me remercier et m'ont assuré de leur soutien. Les gens ne supportent plus les gangs. Ils veulent que les choses changent. Je sens monter un ras-le-bol. Le ras-le-bol grandissant de la population suffira-t-il à obtenir une présence policière supplémentaire dans les quartiers? Car ce manque de moyens profite aux criminels. Certaines affaires d'assassinat restent non résolues, faute de policiers disponibles pour mener les enquêtes. Shonda Pesco me conduit au domicile d'une mère dont le fils de 14 ans, Yousri, a été assassiné par des gangsters sous ses yeux. Malheureusement, elle n'a toujours pas obtenu justice. Il m'a dit: Maman, je ne veux pas mourir. En entendant ces paroles, j'ai su que Dieu rappelait mon enfant. J'ai alors pris sa main et lui ai dit que son heure était venue. Tandis que les ambulanciers s'occupaient de lui, la machine qui surveillait son cœur a ralenti. Puis ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient plus rien faire. La machine s'est alors arrêtée. Et mon Yousri a rendu l'âme. Ensuite, un policier est venu m'interroger avec d'autres témoins, car Yousri connaissait ses assassins et m'avait donné leur nom. C'est la seule fois que j'ai parlé à la police. Ils ne sont jamais revenus. Depuis, je n'ai plus d'informations sur mon dossier.
Shonda, comment se fait-il que la police n'ait pas fait d'enquête? L'autre point faible de la police, c'est qu'elle ne communique jamais avec les familles des victimes. En réalité, les familles des défunts sont également des victimes et elles ont besoin de faire leur deuil. Dans ces conditions, c'est quasiment impossible. Donc, si on ne parvient toujours pas à obtenir la protection qui nous est due, je n'hésiterai pas à envisager un recours collectif pour exiger des comptes au gouvernement. Car des vies humaines sont sacrifiées et personne ne fait rien pour l'empêcher. Les gangsters qui ont tué Yousri courent toujours et ont commis d'autres meurtres depuis. Mais que répondent les responsables de la police face à ces tragédies? Afin de savoir si la police a pris des mesures pour mettre un terme à l'impunité des gangsters assassins, je me rends à la mairie de Cape Town. J'ai rendez-vous avec Jean-Pierre Smith, l'adjoint au maire en charge de la sécurité. Il m'explique que Cape Town est historiquement géré par la police nationale, service indépendant du sien. En raison des nombreux dysfonctionnements de la police nationale dans la lutte contre les gangs, Jean-Pierre Smith a créé sa propre unité anti-gang. C'est elle que nous suivons sur le terrain. Face aux gangs, il y a donc deux polices différentes. Selon Jean-Pierre Smith, c'est la police nationale qui poserait problème. En cas d'incident, les gens préfèrent-ils appeler la police municipale ou la police nationale? En qui ont-ils confiance? À qui préfèrent-ils donner des informations? Car s'ils les donnent à un agent de la police nationale, ce dernier les dénoncera aux gangsters. Mes hommes ne font jamais ça. La police nationale connaît trop de dysfonctionnements. En plus, nos procureurs sont mal formés et débordés. Trop de juges sont corrompus. Beaucoup trop de policiers sont de mèche avec les gangs. Résultat, le taux de condamnation n'est que de 3%. Ça veut dire que si vous êtes un gangster et que vous me tuez, vous n'aurez qu'une chance sur 33 d'aller en prison. Pour enfoncer le clou, Jean-Pierre Smith évoque le cas de l'officier de la police nationale Chris Prinsloo, ici en vert lors de son procès. Il a été condamné l'an dernier à 35 ans d'emprisonnement pour avoir vendu des armes à des gangsters dans les ghettos de Cape Town. Il leur a vendu plus de 2000 armes à feu, des armes qui ont servi à commettre plus de 1000 assassinats. On a fait le suivi, 100 assassinats par an pendant 10 ans. Les gangs prospèrent donc en partie à cause de la corruption qui gangrène la police nationale. Mais l'adjoint au maire reconnaît qu'il a sa part de responsabilité. Il doit impérativement gonfler les effectifs de l'unité anti-gang. Et parmi ses autres priorités, faire de la prévention dans les quartiers. Une mission confiée à l'unité canine de la police anti-gang. Je retrouve Constable User, le responsable de l'unité canine de la brigade anti-gang. Cette équipe spéciale travaille avec une douzaine de chiens renifleurs. Parmi eux, ce labrador blanc, prénommé Ice. Dis bonjour, t'es un bon chien toi. Aujourd'hui, Constable et Ice sont de sortie dans un ghetto pour une démonstration spéciale. Montrer aux habitants pourquoi les chiens sont les meilleurs amis des policiers. Quand je patrouille la nuit et que les gangsters me voient, ils sifflent pour alerter le quartier. Mon chien commence alors à s'agiter, du coup ça m'indique qu'il a entendu quelque chose. Et ça m'aide à être plus vigilant. Une ouïe très fine, et ce n'est pas tout. Grâce à leur odorat hyper développé, les chiens peuvent détecter de la drogue ou des munitions. C'est ce que l'agent va démontrer aux habitants du quartier Mannenberg. Pour la police, ces actions de proximité sont l'occasion de mettre les jeunes en garde contre les dangers de la drogue, mais aussi se faire des alliés parmi les populations.
Aujourd'hui, nous allons parler des dangers de la drogue. Vous connaissez le tuck? Vous connaissez la marijuana? Eh bien, c'est pas bon pour votre santé, c'est très dangereux. N'en prenez jamais, ça abîmera votre santé. Vous voyez mon collègue? Regardez bien, il cache de la drogue sous les plots. Vous allez voir comment mon chien va retrouver cette drogue. D'après vous, c'est possible que mon chien trouve la drogue? Est-ce que vous pensez que le chien peut trouver la drogue? Le policier espère que le message est bien passé. Gare à ceux qui cachent de la drogue, car les chiens peuvent la retrouver. Il enchaîne avec une démonstration ludique, censée amuser les enfants et donner une image plus sympathique de la police. Constable User espère surtout qu'elle lui permettra de recruter des informateurs. Ce n'est pas tout le monde qui a le courage de dénoncer les maisons où les gangsters vendent de la drogue et cachent leurs armes. Ces actions de proximité nous permettent de nous rapprocher des gens afin qu'ils se confient plus facilement à nous. L'initiative de la police est louable, mais est-elle assez fréquente pour faire reculer l'influence des gangs dans les quartiers? Des gangs plus que jamais déterminés à protéger leur territoire. Retour dans le ghetto Hanover Park, à la tombée de la nuit. J'ai rendez-vous au quartier général des Mongrels, le gang rencontré précédemment. Les Mongrels sont en guerre avec les Américaines. Jérôme, l'un des lieutenants des Mongrels, prépare ses troupes. Plusieurs de ses soldats sont armés de ces pistolets de 9 mm, prêts à se défendre en cas d'attaque ennemie. J'ai positionné des gars un peu partout sur notre territoire. Ils montent la garde, au cas où nos ennemis débarquent. Et s'ils vous voient? Mes gars sont discrets. S'ils me voient, je tire. En cas d'attaque, on devra riposter. C'est de la légitime défense. J'ai tenté de dissuader Jérôme de recourir à la violence. Mais selon lui, la guerre est un mal nécessaire pour défendre son territoire. Une guerre qui mobilise également la brigade anti-gang. Armurerie de l'unité anti-gang. Je retrouve le sergent François et son coéquipier Donovan Abrams qui s'apprêtent pour des patrouilles nocturnes. Des informateurs les ont alertés des fusillades que préparent les Mongrels et les Americans. Avec plusieurs équipes, ils vont sillonner les territoires des deux bandes rivales afin d'intercepter des tireurs. Mais parviendront-ils à éviter les effusions de sang? Les habitants du quartier sont bien conscients du danger. Cette dame apeurée s'empresse de rentrer chez elle, redoutant que des coups de feu n'éclatent. Tout va bien, madame? Vous pouvez me prendre avec vous? Non, désolé, on est en patrouille, mais dépêchez-vous de rentrer. Message reçu, on y va. Les agents sont toujours à la recherche de tireurs envoyés commettre des assassinats. Vas-y, fonce! Tout à coup, un message radio leur signale que 2 suspects ont été arrêtés par une autre équipe de la brigade anti-gang. Il faut faire très vite pour éviter que des criminels ne tentent une embuscade aux policiers. L'un des suspects est plaqué au sol par mesure de sécurité. Les collègues sont arrivés au bon moment et ont pu éviter le pire. Vous voyez, l'arme est chargée. On l'a confisquée sur 2 suspects qui s'apprêtaient à aller tirer sur un gang rival. On va les arrêter pour port d'armes illégales et possession de munitions prohibées. Le deuxième suspect est déjà menotté et placé dans le fourgon de la police. Les agents peuvent se féliciter. Cette arrestation a permis d'éviter des morts.
mais elle montre que les mongrels et les Américanes déploient leurs tireurs. Reste à savoir si l'unité anti-gang pourra tous les arrêter. 2 h du matin, la brigade anti-gang poursuit ses rondes. Cette zone est contrôlée par les mongrels. Quelques-uns veillent autour de ce feu et sont peut-être armés. En passant, l'un d'entre eux nargue les policiers. Le lieutenant Abrams n'apprécie pas et décide d'asseoir son autorité avec des coups. Qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème? T'as un problème? Tu te calmes. Tu te calmes. Et tu me respectes. Aucune arme à feu sur ce mongrel. À l'arrière du convoi, un autre policier interpelle Jaden, un gangster de 13 ans qui a déjà commis plusieurs meurtres. C'est un assassin connu et également un porteur d'armes dans son gang. Il apporte des pistolets aux autres tireurs. Il opère principalement à 2 h ou 3 h du matin. On l'a appréhendé plusieurs fois, mais on doit le relâcher car il est mineur. Cette bataille nocturne mobilise même les enfants. Le policier va immédiatement reconduire Jaden au domicile de ses parents. La patrouille continue. Les policiers n'ont entendu aucun échange de tirs. Malheureusement, à 3 h du matin, l'unité anti-gang tombe sur un cadavre, abandonné en pleine rue. Eh mais je le reconnais ce jeune. C'est un Américain, on l'avait contrôlé plutôt. Ouais, t'as raison, c'est bien lui. Ce cadavre est celui d'un Américain. Les mongrels que nous avons rencontrés plus tôt, ont-ils réussi leur attaque? On a parlé à un voisin qui nous a dit avoir entendu des coups de feu. C'est une zone où les fusillades sont fréquentes, notamment au niveau du pont là-bas. 2 gangs qui sont en pleine guerre. D'abord, on lui a tiré dessus. Il s'est alors effondré juste là. Vous voyez les blessures par balle sur la jambe. Puis ils lui ont fracassé la tête. Il leur a peut-être volé quelque chose ou enlevé du business. Ils l'ont abattu pour faire un exemple. C'est notre réalité quasi quotidienne. Oui, je le connais, c'est un pote à moi. Et lui, c'est son cousin. C'est un American? Ouais. C'était un gangster et voilà, abattu comme un chien. Je veux pas finir comme ça. Il avait quel âge? Il avait 21 ans, je crois. Je traînais pas trop avec mon cousin, donc je sais pas exactement. Comment s'appelait-il? Shalvin. Vous voyez beaucoup de jeunes mourir comme ça? Bah ouais. C'est désespérant de vivre ici. Les habitants des quartiers sont-ils réellement sans espoir? Comment mettre un terme à la guerre des gangs? C'est le défi que tente de relever une ONG qui transforme des gangsters en ambassadeurs de la paix. Cette ONG s'appelle Cessez-le-feu. Son quartier général est basé ici, au cœur du ghetto Hanover Park, l'un des plus touchés par la guerre des gangs. Je retrouve son directeur, Craven Engel. Good morning, pastor. Sa mission, convaincre les gangs de faire la paix. Pour cela, il tente depuis plusieurs mois de négocier une trêve avec les patrons de plusieurs bandes. Du jamais vu
dans l'histoire du quartier. On est en train d'essayer de résoudre le conflit qui oppose les Americans et les Mongrels. Tout à l'heure, j'ai rendez-vous avec leur leader pour mettre en place un cessez-le-feu. Ils ont accepté de se parler. Donc c'est une opportunité énorme. Il y a eu tellement de victimes innocentes ces derniers mois que si on n'y parvient pas, ça va empirer. Pour avoir accès au patron des gangs, Craven-Engel a dû compter sur Suleiman, l'un de ses bras droits et ancien criminel. C'est grâce à lui qu'on a pu organiser la réunion. Il est le seul médiateur autorisé à m'accompagner. Pourquoi est-il le seul? Parce qu'ils lui font confiance. À l'époque, ils étaient partenaires de crime. Donc ils savent qu'il est fiable. Étais-tu au gradé? Quel était ton rang dans le gang? J'étais un tireur. L'un des meilleurs assassins. Convertir des gangsters en médiateurs. C'est la grande innovation de cette ONG, ouverte en 2013 et financée par la mairie de Cape Town. Elle emploie à présent une quinzaine d'anciens meurtriers. Craven-Engel et Suleiman ont rendez-vous dans un lieu secret où nous ne pouvons nous rendre. Bonne chance. Merci mon frère. Parviendront-ils à négocier la trêve? Quelques heures plus tard, le directeur de cessez-le-feu est de retour. Parmi les 7 gangs qui ont assisté à la négociation, il n'y a que les Americans et les Laughing Boys qui ont accepté la trêve. Le conflit continue. On a encore du pain sur la planche. Craven-Engel demande donc à ses équipes d'intensifier leurs efforts. Pour cela, les anciens gangsters s'appuient sur la technologie. La mairie de Cape Town a fait installer des capteurs sonores sur les toits de certains bâtiments d'Hanover Park. Ces capteurs localisent le lieu et le moment où des coups de feu sont tirés. L'information est alors transmise sur les portables des médiateurs. L'application indique le nombre de coups de feu tirés durant les 7 derniers jours. Vous voyez, dans cette zone d'Hanover Park, 19 coups de feu ont été tirés. Ici, 12 tirs, et là, 4 tirs en 48 heures seulement. On peut alors faire une carte pour situer les endroits où il y a le plus grand nombre de fusillades. Je sais alors où envoyer mes médiateurs en priorité afin qu'ils interviennent auprès des gangsters les plus violents. Selon Craven-Engel, ce système aurait permis à ses équipes de réduire le nombre de fusillades de 30% depuis sa mise en place en 2014. Mais pour faire encore mieux, les médiateurs arpentent quotidiennement le ghetto d'Hanover Park. Aujourd'hui, Tassi et Abby sont à la recherche de situations à désamorcer. Justement, ils aperçoivent des membres du gang des Mongrels que nous avions rencontrés précédemment. Dans un gang, les soldats sont payés avec un peu de drogue pour leur consommation. Seuls les grands patrons s'enrichissent. Pour survivre, les membres sont donc obligés de commettre des délits. Comment allez-vous trouver l'argent là? On va aller voler. Voler quoi? Téléphone, argent, bijoux. Tassi et Abby vont alors tenter de les dissuader. Je sais que c'est pas facile pour vous en ce moment, mais je suis en train d'essayer de vous trouver du boulot. Donc tenez-vous à carreau. Ouais, mais c'est vraiment dur. Ça va prendre combien de temps? Ça avance. Faites un effort. N'attaquez plus les gens, ok? Ok, Tassi, on veut bien sérieusement, mais bon, c'est vraiment la galère. Les gangsters semblent convaincus et décident de ne pas commettre d'agression. Pourquoi les écoutez-vous? À chaque fois qu'ils ont des offres d'emploi, ils essayent de nous en faire profiter. Actuellement, 5 potes à nous sont dans leur centre de réhabilitation, en train de suivre une formation. C'est comme ça qu'ils nous aident.
Parfois, j'intercepte des gars avec leurs pistolets alors qu'ils sont en train d'aller tuer des gens. Il m'arrive de leur donner 5000 francs juste pour les calmer, et ça marche. 5000 francs, c'est rien par rapport à une vie. C'est ça la médiation. On tente de modifier la mentalité et le comportement des gangsters. Une méthode qui semble efficace. Quelques instants plus tard, l'un des mongrels est de retour. Cette dame, c'est ma voisine. J'aide en portant son sac et je l'escorte jusqu'à son domicile pour qu'elle rentre en sécurité. Tu comprends? Le mongrel joue les gardes du corps en échange d'un peu de nourriture, un moyen de gagner les faveurs des habitants du quartier. Il y a tellement de gangs à Hanover Park. Du coup, c'est très dangereux de vivre ici. Ils nous dépouillent en pleine rue lorsqu'on revient du travail, quand on prend un taxi et même quand on va faire nos courses. C'est vraiment invivable. Que font les mongrels? Ils m'aident tout le temps. Ils portent mes affaires ou me défendent lorsque j'ai des problèmes avec des gens. Ce mongrel a donc choisi de faire une bonne action. Mais il n'a pas encore décidé de quitter son gang. Contrairement à Tassi, qui a sauté le pas il y a 2 ans. Sur le chemin qui mène à son domicile, il relate ses 15 années passées au sein des mongrels. C'est Tarwa, sa femme, qui a été la source de sa motivation pour changer de vie. Enchanté, je m'appelle Régis. Tarwa. Comment s'appelle-t-elle? Maya. Tassi et Tarwa se sont connus il y a 8 ans et sont les parents de 3 enfants. C'est par amour pour eux qu'il a renoncé à sa vie de mongrel. Mais le changement n'a pas été facile. Ça a été dur d'abandonner mon rang, mon pouvoir et aussi de renoncer à l'argent facile. En quittant le gang, je suis redevenu un gars lambda. Parce que devenir capitaine au sein d'un gang, ça demande énormément d'implication, des années d'efforts. Vous devez être fier de lui. Je suis très fière de mon mari. Il a énormément changé. Il n'était pas aussi calme avant. C'est le jour et la nuit. Sortir d'un gang et changer de vie est donc possible. Mais Tassi a dû obtenir l'autorisation de son chef avant de quitter les mongrels. Un chef qui, lui aussi, commence à aspirer à une nouvelle vie. Je retrouve à son domicile Charlton, l'ancien chef de Tassi au sein du gang des mongrels. L'épouse de Charlton et son fils de 17 ans supportent de plus en plus mal sa vie de gangster. J'aime pas ça du tout. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il sort, il risque de se prendre une balle dans le dos. J'en ai marre. Tu lui demandes souvent de quitter les mongrels? Oui, souvent. T'écoute-t-il? Je sais pas. Qu'as-tu à répondre à ton fils par rapport à tout ça? Il m'a déjà demandé d'arrêter de dealer de la drogue et tout le reste. Je lui ai dit que je comptais gagner ma vie différemment. Le problème, c'est que ça ne se fait pas en claquant des doigts. C'est pas facile et ça demande du temps. Mais s'il abandonne le trafic de drogue, de quoi sa famille vivra-t-elle? Et que deviendront ses soldats? Pour préparer sa reconversion, Charlton s'est lancé dans une activité plus légitime. Il a créé une entreprise de collecte de déchets plastiques. Son local est installé en plein ghetto d'Hanover Park, à quelques mètres seulement
de son domicile. Donc c'est en entreprise ici. Oui. J'achète du carton, des bouteilles en plastique, comme celle-ci. Vas-y, commence à trier les déchets. Regarde, il est en train de regrouper les variétés de plastique dans des sacs séparés. Ensuite, on ira les vendre à nos clients. Ces deux gangsters qui apportent des déchets font partie des 40 employés qui approvisionnent Charlton quotidiennement. On va peser ce qu'ils apportent par là. Vas-y, vas-y, dépose sur la balance. Tu vois, regarde, ça pèse 2,2 kg au total. J'achète le kilo de plastique à 100 francs CFA. Donc je vais les payer 200 francs. Tu comprends? Moi, je vais aller revendre ces 2 kilos et me faire un bénéfice de 100 francs. Les bons mois, Charlton collecte jusqu'à 4 tonnes de déchets et réalise un chiffre d'affaires de 500 000 francs CFA. Mais pour augmenter sa marge, il souhaite transformer les matières plastiques à l'aide de machines qu'il installera dans le local d'à côté. Les déchets que j'achète, je compte les transformer dans ce local. À cet endroit-là, j'aurai une machine pour compacter les plastiques. Par là-bas, une autre pour les broyer en granulés. Ainsi, je pourrais les revendre avec une plus grande marge. Mais certaines opérations nécessiteront de la main-d'œuvre. Donc je pourrais créer des emplois. Problème, les autorités refusent de lui délivrer une autorisation d'exercer parce qu'il est un gangster. Quand elles te collent une étiquette, c'est pour la vie. Les autorités ne croient pas qu'on peut changer. Pourquoi pleures-tu? Tu sais, c'est vraiment pas facile de changer de vie. Je fais de mon mieux, mais le gouvernement ne m'aide pas. Je ne fais pas ça que pour moi, c'est aussi pour mes gars. Moi, j'ai les moyens de quitter le ghetto quand je veux, c'est très facile. Et après, en tout cas, j'abandonnerai jamais mon projet. Tu peux me croire, j'irai jusqu'au bout. Charlton parviendra-t-il à laisser derrière lui son passé criminel et à se réinsérer dans la société? Une transition compliquée, mais que l'ONG Cessez-le-Feu s'emploie à réaliser. Je retrouve Tassi et Abby, les médiateurs de Cessez-le-Feu. Direction le Camp de la Joie. C'est le nom du centre de réhabilitation de l'ONG, situé à une vingtaine de kilomètres du ghetto Hanover Park. Dans un cadre idyllique en bordure de mer, le Camp de la Joie accueille une trentaine d'anciens gangsters. C'est là que les médiateurs de Cessez-le-Feu les aident à devenir d'honnêtes citoyens. Le directeur s'appelle Albert Matthews, lui aussi un ancien gangster. Bonjour et merci de nous recevoir. Bienvenue. C'est très beau ici. Oui, c'est là que tout recommence. Le changement, ça commence ici. Le programme de réhabilitation dure 3 mois. Aujourd'hui, les pensionnaires vont devoir définir un objectif professionnel. Le but, les amener à changer l'image qu'ils ont d'eux-mêmes, se voir autrement que comme un criminel, une prise de conscience
indispensable au changement. Dites-moi, quel était votre rêve avant que vous ne commenciez à vous droguer et à être un gangster? Moi, je rêvais d'être footballeur professionnel. Ok, footballeur pro, très bien. Quelqu'un d'autre veut s'exprimer? Moi, je voulais être plongeur dans la marine. Ok, plongeur. Intéressant. Les choix que vous avez faits, comme le gangstérisme, la drogue, la prostitution, toutes ces couches qui se sont accumulées, nous allons les enlever progressivement, afin que vous puissiez découvrir votre vocation. Mais pour réussir, vous devez vous fixer des objectifs raisonnables. Sinon, vous risquez de vous égarer et replonger dans vos anciens travers. Les participants apprennent également à mieux gérer leur colère, ainsi qu'à faire face aux traumatismes psychologiques liés à des années de violence. Mais le plus gros problème, c'est la dépendance aux drogues. Sur 20 pensionnaires qui suivent le programme, 8 replongent dans la drogue et doivent reprendre à zéro. Pour éviter les rechutes, le médecin du centre fait passer chaque pensionnaire par une cure de désintoxication. Dans la pharmacie, plusieurs médicaments censés soulager les toxicomanes. C'est le cas de Marco, venu prendre sa dose quotidienne. Comment vous sentez-vous? J'ai envie de dormir. Expliquez-moi. Expliquez-moi. Comment se passe votre cure de désintoxication? J'ai intégré le programme hier. C'est très dur car je suis toujours sous l'effet des drogues que j'ai prises hier. Je suis accro à l'héroïne. Arrêté cause de vives douleurs et une forte sensation de manque. Le médicament est censé diminuer ces symptômes, mais c'est vraiment pas facile. Au fond du dortoir, Albert encourage Johnny, un nouvel arrivant. C'est Albert qui avait enrôlé Johnny dans un gang. Et c'est également Albert qui l'a incité à rejoindre le centre. Comme on dit au camp de la joie, il n'y a qu'un ancien gangster qui peut en aider un à changer de vie. J'étais accro aux drogues et au gangstérisme. Sans son soutien, je ne serais pas ici aujourd'hui. Avant, il était mon patron au sein du gang. À présent, il influence ma vie dans le bon sens. Une personne qui n'a pas été toxicomane et gangster serait incapable de lui venir en aide comme je le fais. Car j'ai été comme lui. Donc je sais ce qu'il traverse. Avant, j'étais un poison. Aujourd'hui, je suis l'antidote. Une fois qu'ils en sont aptes, les pensionnaires reçoivent une formation qui les prépare à un emploi. Atelier de soudure, jardinage, maçonnerie ou informatique comme aujourd'hui. Certains deviennent même des entrepreneurs à succès. C'est le cas de Jody Jeffries, ex-trafiquant de drogue. Il a fondé l'entreprise de lavage de voitures Clean Green. Son avantage compétitif, des produits qui s'utilisent sans eau. Une véritable innovation, car Cape Town connaît une pénurie d'eau. Le produit a une double action. Il nettoie et il polit. En plus, il n'y a aucun produit chimique ni agent décapant. Regarde, j'enlève les poussières et le goudron et fais briller la jante. L'effet brillant dure 2 semaines. Combien d'anciens gangsters emploies-tu? J'ai commencé avec une équipe de 20. Dans les prochaines semaines, je compte en embaucher une centaine.
Je leur verserai un salaire de 4 000 francs CFA par jour pour commencer, que j'augmenterai à mesure que l'activité se développe. Je suis très confiant quant au succès de l'entreprise. En 5 ans d'existence, le camp de la joie a reçu 380 pensionnaires tels que Jody. 60% ont réussi à trouver un emploi. L'enquête touche à sa fin. Elle a révélé que les gangs sont devenus de véritables ennemis publics numéro 1 à Cape Town, qui mettent à mal le quotidien de milliers de familles. Face à ces criminels, la police anti-gang mène une politique de répression intensive, mais qui nécessite un accroissement des moyens. La bonne nouvelle, c'est que certaines associations gagnent du terrain en matière de réhabilitation des délinquants. Mais pour obtenir des résultats à plus grande échelle, les autorités doivent impérativement mettre en place des conditions favorables à l'emploi des jeunes des quartiers, afin qu'ils ne cherchent plus dans les gangs leurs moyens de survie.